Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un Faction Focus exceptionnel cette fois, puisqu'il s'agit des Nains du Chaos, nouvellement appelés la Légion d'Asgore. Donc aujourd'hui, je suis avec Thibaut, qui nous vient de Tourcoing, le Nord, et qui a une magnifique armée Nains du Chaos avec laquelle tu fais des initiations un petit peu aux nouveaux venus sur AOS. Tout à fait. Donc ça c'est bon. Là c'est un peu plus de ma collection, c'est un peu plus que la liste d'initiation qu'on verra plus tard. Mais effectivement, c'est Nains du Chaos. Donc maintenant on dit la Légion of Asgore et on dit les Dark Wizards parce qu'il y a plus de nains. C'est vrai. Pardon. Mais c'est la même chose. Donc ces petits bonhommes là, ils nous viennent de Warhammer Battle. Mais alors il y a très longtemps, à l'époque où Warhammer Battle avait encore des armées dans des White Dwarfs. Et un jour, un des White Dwarfs, l'un des premiers, dans les 10 premiers, je crois, a sorti les Nains du Chaos. Et il y avait toutes les règles avec une petite gamme de figurines métal et un peu plastique qui ont basé l'armée. Et cette armée-là a été jouable pendant très longtemps, même si les figurines étaient introuvables. Et puis un jour, Forge World a récupéré l'armée pour en faire la Legion of Asgore. Donc la Légion d'Asgore est une sous-faction des Nains du Chaos à l'époque de Warhammer Battle. Au niveau du fluff, les Nains du Chaos, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, les nains, dans les millénaires qui ont précédé la création de l'humanité, et à l'époque où ils avaient un très grand empire, ils avaient envoyé des gens très loin vers l'est, loin vers Cathay. Ils avaient des forteresses là-bas, et puis il y a eu le temps du chaos, avec le chaos qui a envahi le monde entier, jusqu'à ce que les elfes gèrent le problème avec le tourbillon, le vortex de sort de Ultuan, qui a calmé la zone pour que la vie puisse reprendre. Et les nains n'avaient plus de nouvelles de leurs frères de l'Est, et ils ont pensé qu'ils étaient détruits. Donc ils ont cru que leur frère de l'Est avait complètement disparu. Mais c'est faux, parce qu'un nain ne meurt jamais. Et en fait, les Nains du Chaos de Battle se sont enfermés dans leur forteresse, et ils ont prié leurs dieux de venir les aider, et les dieux n'ont jamais répondu. Leurs dieux, donc à l'époque c'était encore Grunny, Valhalla et Grimnir. D'accord. Et dans les ténèbres, un jour, quelqu'un est venu leur répondre en disant que s'ils leur prêtaient allégeance, il les aiderait. Et ce dieu-là, c'est Ashut, le dieu des ténèbres, le père des ténèbres, le dieu taureau des flammes, qui est considéré soit comme un dieu du chaos à part entière, un dieu mineur, soit plutôt comme un archidémon, un archdémon. Et quand on suit un petit peu tout ça, il semblerait, rien n'est officiel, mais il semblerait qu'en fait Ashut soit un prince démon, ou un démon majeur de cornes, qui est le responsable de la création des armes du dieu du sang et du massacre. D'ailleurs, c'est pas ça que ça paraît assez cohérent, parce que dans les premières migrations, on va dire naines vers l'est, c'est clairement l'influence de Khorne qui a commencé à irradier sur ces populations naines de l'époque, qui sont devenues un petit peu chaotiques. Et à cette époque-là, donc en fait, les Nains du Chaos étaient des esclavagistes qui réduisaient en esclavage les peaux vertes, donc les orques, les gobelins et les hobgoblins. Ils avaient même créé une race qui s'appelait les orques noirs, à force de magie et de sélection génétique. Et puis ces orques noirs se sont rebellés, et les Nains du Chaos ont failli être détruits, sauf que les hobgoblins ont trahi tout le monde. Ils ont retrahi. Et donc les Nains du Chaos ont pu battre cette rébellion, et depuis les hobgoblins sont leurs contremaîtres, sont leurs esclaves de luxe. Donc ça, c'était l'époque de Feu Battle. Et dans Feu Battle, la Légion d'Asgore, en fait, était une forteresse noire dans le sud du territoire des Nains du Chaos, qui patrouillait, parce qu'en fait, au sud de ce territoire, c'est les terres mortes. Il y avait plein de morts vivants, plein de démons, plein de saloperies. Et en fait, c'est un peu des légions pénitentiaires qui patrouillaient en fait toute la zone pour empêcher toutes ces saloperies de remonter dans l'Empire. Et c'est pour ça que tout est véhiculé, tout a des roues, etc. pour aller assez vite. Ça, c'était à l'époque de Feu Battle. Donc Battle, le monde d'avant, le monde qui fut, qui a disparu maintenant. Et maintenant, on est dans Age of Sigmar. Alors, qui c'est quoi les Nains du Chaos ? Alors déjà, il n'y a plus de nains, c'est des Duardins. Alors eux, ils s'appellent pas Duardins, ils s'appellent Dark Wizards. C'est quoi les Dark Wizards à Age of Sigmar ? Alors, Age of Sigmar, c'est un peu pareil,
Les nains avaient des grosses forteresses dans plein de royaumes différents. Les dieux se sont frités sur la gueule, le chaos est arrivé. Il y a eu l'ère du chaos pendant des milliers d'années jusqu'à ce que Sigmar revienne avec ses Stormcast pour coller des coups de pied au cul à tout le monde. Purifier la zone. Et à Aqshy, donc Aqshy c'est le royaume du feu. Aqshy, les nains se sont enfermés chez eux et sont devenus les Fire Slayers. Parce que ils se sont alliés avec les Magmadroth, ils se sont mis une Mohawk et avec le pouvoir du pagne et de la Mohawk, ils ont tabassé le chaos pendant des millénaires, plus ou moins avec succès, jusqu'à ce que maintenant ils reviennent mercenaires, etc. Et en fait, quand tu lis le fluff que tu peux trouver dans les jeux de rôle, etc., autres, en fait, les nains du chaos viennent d'Aqshy et ils viennent en fait de forteresses d'Aqshy qui sont tombées, mais dans les mains d'Ashut, le père des ténèbres. Et qui sont-ils? En fait, ce sont toujours des esclavagistes qui font des raids, etc. Ils sont chaotiques, mais ils bossent avec tout le monde. Et en fait, ils vendent des armes démoniaques. Ils ont une capacité de mettre de l'énergie démoniaque dans les armes, les armures, etc. Et ces choses-là, ils les vendent au plus offrant. Et de temps en temps, ils font des rapts, ils récupèrent des choses, des minerais, des ressources, etc. Socialement parlant, c'est une théocratie, c'est-à-dire que c'est les prophètes sorciers d'Ashut qui sont tout en haut de la hiérarchie. En dessous, il y a les Demosmiths, qui sont ceux qui fabriquent toutes ces armes un peu étranges, comme le petit bonhomme, voilà. Et après, il y a une autre caste, il y a une caste religieuse qui s'appelle les Baal, donc on appelle les centaures taureaux, qui sont tous ceux-là, qui ont été en fait des nains, qui ont été bénis par Ashut, et ils sont transformés en gros centaures taureaux, qui aiment bien manger les gens. Et ça, c'est un bon résumé. C'est un bon résumé, et ça c'est les gardes religieux, c'est les templiers d'Ashut, c'est les centaures taureaux. Et le reste, ce sont des combattants expérimentés, armés avec des armures maudites, armés avec des épées maudites, des flingues avec des démons dedans, et tout ça, ça va se voir en jeu, comment ça fonctionne et autres. C'est vrai qu'au niveau de l'organisation justement de ces nains du chaos, on est vraiment sur on peut limite voir comme Ashut un peu comme le dieu de l'industrialisation. C'est ça. C'est vrai que tout est voué à l'amélioration technique, la création d'engins, l'exploitation des ressources, etc. coûte que coûte. Et en fait, l'individu en tant que tel n'a pas vraiment d'importance dans cette société-là, sauf pour contribuer à cet effort de guerre entre guillemets. C'est ça. Et en fait, les nains du chaos ont plusieurs forteresses. La forteresse la plus connue, c'est Asgore, la forteresse noire. Mais il y en a d'autres dans le fluff en tout cas. Et chaque sorcier prophète d'Ashut a sa forteresse, et chaque Demon Smith a sa forge avec ses guerriers qui lui sont liés, qui sont en fait plutôt les anciens clans, donc les anciennes familles. Donc en fait, le Demon Smith a des guerriers qui sont les guerriers du clan de sa famille. S'il fait un peu s'il achète, il vend, il fait des faveurs, etc. Il peut avoir de l'aide d'Ashut, donc avec les centaures taureaux. Il peut être envoyé en mission, toutes ces choses-là. Et en fait, ce qui caractérise Ashut, effectivement, c'est l'industrialisation. Et ce qui caractérise ces nains du chaos, c'est le mépris total des autres races. C'est-à-dire que ils voient pas de différence entre un humain, un elfe, un duardin, ou toutes ces races étranges qu'il y a dans Age of Sigmar. Ils ont tous la même valeur. T'es Dawi ou t'es pas Dawi. C'est ça. T'es Dawizard ou t'es pas Dawizard. Et encore, c'est tout. C'est un peu toi contre moi contre mon frère, moi et mon frère contre mon cousin, moi et mon cousin contre le reste du monde. Mais entre deux, on se fait pas trop confiance non plus. À tous les niveaux, c'est comme ça. À tous les niveaux, c'est un peu comme ça. Et donc, il y a un mépris total de l'autre, et tout est considéré comme moins que rien, comme un insecte qu'on peut utiliser, détruire ou choses comme ça. Et si c'est pas utile, c'est détruit. Ouais, c'est ça. C'est la même logique que ce soit au niveau justement industriel, social. C'est vraiment le mépris de l'individu à son paroxysme, quoi. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu le fluff du chaos. Ils existent, en tout cas, on a quelques traces officielles dans certains battle tomes, notamment le dernier en date, là, Son of Behema, où ça parle de nains dédiés, de duardins dédiés au chaos,
avec des gros canons sur des grosses trucs d'entreprise. C'est louche. C'est louche. Il y a eu ils en parlent un peu dans le livre de base, ils en parlent un petit peu machin. Bref, il y a quelques évocations qui font croire que Games Workshop ne les a pas encore oubliés parce que c'est une armée qui a été oubliée, ressortie, réoubliée et ressortie. Alors c'est vrai que au niveau de la gamme de figues justement, c'est très très particulier. Je pense que c'est un cas unique en tout cas dans Age of Sigmar. Il y avait peut-être justement la Tamurkhan Horde qui est un peu dans le même esprit, sauf que la Tamurkhan Horde qui est un peu, on va dire, une sorte de sous-allégeance affiliée à Nurgle, n'est plus produite en tout cas par Forge maintenant. Et donc maintenant il n'y a plus que, si je dis pas de bêtises, les Nains du Chaos. Et en plus les Nains du Chaos sont entièrement chez Forge World. C'est ça, il n'y a que des figurines Forge World. Alors, c'est bizarre parce qu'ils en ont mis pas mal en rupture définitive. D'accord. Et puis depuis, il y en a certains qui sont revenus en rupture temporaire. D'accord. Alors, on sait pas trop, on sait qu'il y a certaines figurines qu'on ne récupérera pas, mais après, il y a le marché de l'occasion, il y a toutes ces choses-là. Mais effectivement, c'est une gamme qui est 100% résine, 100% Forge World, et donc ça implique beaucoup de choses en tarifs, en gestion, parce qu'en modélisme, côté modélisme, coller de la résine, c'est pas pareil que coller le plastique des games. La peinture, c'est pareil, les accroches, elles sont différentes, etc., etc. Mais effectivement, ça te donne des figurines qui sont plutôt très jolies. Et donc du coup, c'est vrai qu'en termes de figurines et d'armées, c'est une armée qu'on voit très très peu, justement à cause de ces contraintes de disponibilité. Un petit peu, c'est pas super simple à trouver. Il y en a pas en magasin, c'est uniquement chez Forge. Alors si, il y en a en magasin si vous allez au Warhammer World, mais sinon vous en avez pas, puisque si je dis pas de bêtises, c'est la seule boutique physique Forge World qui se trouve là-bas. Donc c'est une armée qui est assez rare parce qu'elle est assez chère aussi. Faut savoir que les entrées Forge World sont plus chères que les entrées Games Workshop. Et effectivement, pour s'en procurer en neuf, voilà, c'est très certainement une des armées les plus chères que vous pouvez trouver sur AOS actuellement. Du coup, concernant la partie un petit peu fluff et les achats, qu'est-ce qu'il faut acheter, etc., où on peut trouver ces figurines, on va s'arrêter là puisque globalement c'est assez homogène en tout cas en termes d'achat sur la gamme. On va passer dans le vif du sujet avec le jeu, l'allégeance, les war scrolls et les bataillons parce qu'ils sont très intéressants. On peut peut-être commencer du coup par ce qui caractérise en termes de jeu avec les traits de bataille l'ensemble des figurines qui composent l'armée de la Légion of Asgore. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, le BT Legion of Asgore existe et il est gratuit. C'est le seul BT gratuit. Le seul BT gratuit. Et c'est un vrai BT, hein. Et c'est un vrai BT. À l'inverse de Tamurkhan Horde qui est pas un BT. Voilà. C'est vrai que j'ai été assez imprécis tout à l'heure. Là, on est vraiment sur un BT. Vous avez un PDF de 15 pages. Complet. Qui est un vrai BT. Alors, il n'y a pas de fluff, mais il y a toutes les règles. Ça suffit. Même ça. De toute façon, c'est pas des poètes. Ils ont pas besoin de règles. Ils ont pas besoin de fluff. Ils veulent que ça avance. Mais, voilà. Alors, l'allégeance. Alors déjà, c'est du chaos, donc ça peut jouer dans la grande allégeance chaos. Mais ça serait se priver de leur allégeance de race. Donc, quand on joue uniquement eux, ils ont une allégeance. Et leur allégeance, c'est les armures noires. Les armures noires qui sont maudites. Le principe, c'est qu'en fait, la première blessure qui est allouée à n'importe quelle unité de l'armée, lors de chaque phase de combat et lors de chaque phase de tir, que ça soit la tienne ou celle de l'adversaire, est purement et simplement annulée. Non, c'est pas en phase de héros, parce que justement, c'est le point négatif, ça bloque pas le spam de blessures mortelles. D'accord. Mais ça, c'est leur première allégeance qui va impliquer beaucoup de choses en jeu, notamment penser au style MSU, à savoir avoir plein de petites unités pour mieux encaisser, parce que avec 3 unités de 10, tu vas encaisser 3 blessures par phase, tandis qu'avec une seule unité de 30, tu vas en encaisser qu'une seule. C'est clair. Donc ça, c'est leur première règle. Leur deuxième règle, c'est qu'en fait, où qu'ils aillent, ils amènent Akshi avec eux. Et au-dessus d'eux, il y a toujours un nuage de cendres volcaniques un peu dégueulasse, qui fait que quand les ennemis volants, lors de la phase de leur mouvement, font plus de 6 pouces, on lance un dé. Sur un 4+, ils prennent une blessure mortelle. Sur un 6, ils prennent un des 3 blessures mortelles. C'est dur. Alors, c'est dur pour les Nighthaunt. Alors, pour les Nighthaunt, c'est très très rigolo. Mais il y a plein de trucs qui volent maintenant partout dans Age of Sigmar. Ce qui vole a souvent un très bon mouvement. T'as tendance à vouloir l'utiliser. Et quand tu l'utilises, t'as toujours le risque d'avoir une petite blessure mortelle ou un D3. Alors,
C'est rare, c'est pas souvent, mais des fois, ça peut suffire à affaiblir un petit peu un monstre, une unité, un truc, ou mieux, le personnage. Le personnage volant, d'un coup, tu fais 6, il prend un des 3 blessures mortelles. Bon, si t'as beaucoup de chance que tu refais 3 derrière, il rigole pas trop. C'est vrai que contre le MSU de volant, c'est très plaisant, quoi. C'est vrai que Voilà. t'imagines quand on joue contre du Night Own, ta petit format qui a plein de petits packs. Night Own, Caradron, ouais. Squig, parce que quand tu joues les Squig, ils volent tous. Et en plus, il a pas le choix, il fait ses 2d6 de mouvement, donc voilà. Plein de grosses bébêtes qui volent. Nagash, il vole, bon, lui, il minimise à plein de trucs, mais par exemple, ne serait-ce qu'Arcane. Arcane, il vole, bon, bah, il prend quelques PV, alors ok, ça soigne, mais voilà, il y a plein de d'unités comme ça, le Terror Guest, les volants, si t'arrives à les affaiblir un tout petit peu, bah, c'est toujours un petit peu le prix, c'est gratuit en plus. Gratuit, voilà. Et ensuite, leur règle spéciale, c'est que comme ils vont toujours avec Akshi, ils ont toujours le sort boule de feu avec eux, qui est un projectile magique amélioré, donc qui se lance pareil sur du 5, une portée de 18, et si tu cibles une seule unité qui a un seul modèle, c'est une blessure mortelle, de 2 à 9, c'est un D3, et 10 ou plus, c'est un D6. C'est très fort. Bah, ça aide pas mal. Donc ça, c'était les règles d'allégeance. Après, ils ont malheureusement que 3 artefacts et que 3 traits de seigneur de guerre. C'est vrai que c'est la petite un peu de doléance en fait sur ce BT, c'est que on a discuté un petit peu, c'est vrai qu'ils sont assez fournis mine de rien en termes de war scroll et de bataillons, parce qu'il y en a plusieurs qui sont intéressants, et ça c'est très très important dans AOS d'avoir des bataillons intéressants pour plusieurs raisons, on reviendra dessus plus tard. Mais c'est vrai qu'en termes de domaine, de magie, artefacts, traits de commandement, c'est un petit peu pauvre. Et ça serait cool d'avoir éventuellement d'autres trucs, quoi. Sachant qu'en plus là, depuis le manuel du général 2020, il n'y a plus qu'un sort de royaume par royaume. On se limite. Sachant qu'avec eux, on aimerait bien jouer Akshi, sauf que le sort d'Akshi, c'est boule de feu. Et boule de feu, on l'a déjà. Donc la magie est un peu limitée là-dessus. Les artefacts un petit peu également. Et les traits de seigneur de guerre également. En traits de seigneur de guerre, il y en a 3. C'est assez facile. Alors il y a Contemptuous. Contemptuous, ça permet de reroll les 1 pour blesser par le seigneur de guerre. Alors il y a certains seigneurs de guerre qui sont plus brutasses que d'autres au corps à corps et chez qui ça prend tout son sens. Il y a Relentless. Un indice, il est devant. Ils sont là. Subtil. Il y a Relentless. Donc Relentless, pareil, c'est s'il a combattu et que il est à portée, donc c'est 3 ou 6 pouces, je ne sais plus, d'un héros ou d'un monstre ennemi, tu lances un dé, et sur un 5+, il repiline, et il retape. Alors, il n'y a pas grand chose qui encaisse 2 fois le centaure taureau, bien lancé. Donc, ça, c'est bien. Après, c'est sur le 5+, mais ça reste, voilà. Et après, il y a l'option défensive qui s'appelle grotesque. Il est tellement moche et il fait tellement peur que, les gens ont -1 pour le toucher au corps à corps. Et ça, c'est très bien à mettre sur un seigneur de guerre que tu veux défensif pour tanker, parce que il est personnage, donc il a -1 pour être touché au tir, il a -1 pour être touché au corps à corps, donc ça c'est toujours pas mal. Et puis après il y a les artefacts. Les artefacts, il y en a 3. Le premier, alors ils sont tous historiques des nains du chaos d'époque, c'est-à-dire vraiment anciens. Si tu as le supplément arcane de Battle V4, V5, ils étaient déjà dedans. C'est déjà les 3 artefacts. Il y a le marteau noir d'Achute. Le marteau noir d'Achute, tu désignes une arme de corps à corps de genre la grosse hache, tu vois. Au hasard. Et tu relances les jets pour toucher. Donc, pour l'offensif, tu mets celui-là avec celui qui reroll les 1 pour blesser. Tout de suite, tu fais un bon motoculteur. Tata Brutas. Après, il y a la version défense. Donc, c'est l'armure de Bazarak le Cruel. L'armure de Bazarak le Cruel fait une sauvegarde invulnérable à 5. Simple, efficace. Très fort. Très fort pour justement l'option défensive. Tu vois, t'as le -1 pour être touché. Et puis, en plus, t'as l'invulnérable derrière. Et enfin, t'as le dernier, qui est le Calice de Sang de Ténèbres, qui est aussi historique de l'époque. Alors lui, comment ça marche? C'est à usage unique. Le porteur, à la phase de magie adverse, la phase de héros, il le déclenche. Et tous les sorciers dans un rayon de 30 pouces, tu lances un dé sur un 4+, ils peuvent lancer un sort de moins que prévu. Donc, ils sont sorciers niveau 8, comme Nagash, il lance 8 sorts, bon bah il en a 5, 7. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Il est Éclisse, il peut en lancer maximum 4, il en a 1 en moins. Donc ça va être 3. Donc un peu plus relou. C'est déjà un peu plus relou, il peut lancer son autocast. Et puis, par exemple, les Luminettes, où ils sont tous sorciers niveau 1, là où les Tiches, où ils sont tous sorciers niveau 1. Ou dans les gobelins. Et voilà, ou les gobelins, clac, 4+, il passe de niveau 1, niveau 0, il lance pas de sort. Donc ça fait une phase de magie où l'adversaire n'en a pas. Et si t'as bien anticipé ton truc, l'adversaire, il a pas sa magie, donc il se buffe pas, il débuffe pas, et le tour d'après, il est plus simple à attendre.
C'est clair, surtout qu'en plus, il faut bien voir, c'est qu'il y a des armées où en fait on peut anticiper le tour où c'est important. Je pense typiquement à Lidonet. Il y a des builds qui comptent beaucoup sur une téléportation au tour 3, notamment du Volturnos, etc., qui sera resté en retrait. Et donc du coup, voilà, là c'est le cas un petit peu idyllique, mais de manière générale, de toute façon, on sait très bien qu'il y a des tours privilégiés, par exemple le tour de course et charge chez les Squig. Enfin bref, il y a moyen d'anticiper et de rentabiliser franchement cet artefact. Donc c'est malheureusement déjà tout concernant les Tradco et les artefacts. Comme on a dit, c'est un petit peu le souci. Et il n'y a pas de domaine de magie, donc on va pouvoir enchaîner directement. C'est ça. Et c'est le domaine de magie est dans les traits de bataille. Et tout bombage te dira toujours qu'il faut boule de feu. Alors c'est le sort qu'il faut. C'est un excellent sort, surtout qu'en plus on a des excellents sorciers qui servent pas que à être sorciers. Et on va en reparler juste après. Exactement. Donc on va pouvoir passer sur les différents War Scrolls. Ouais. Donc le premier War Scroll, on va peut-être commencer par les personnages spéciaux parce que oui, cette armée a des personnages spéciaux en plus. Faut pas déconner. Donc le premier, je ne l'ai pas ramené parce qu'il est en cours de peinture. C'est Drazokar the Ashen, qui est le général de la Légion of Asgore. C'est lui qui dirige la forteresse noire. Et il est sur Souffle de Cinabre, qui est en fait un grand taurus. Qu'est-ce que c'est un grand taurus? C'est un taureau géant qui vole et qui crache du feu et du magma parce que c'est l'avatar d'Ashut. Et ça remonte déjà, et c'est un monstre qui existait déjà à l'époque de Battle. Et en fait, c'est le côté un peu babylonien, enfin pas babylonien, mais assyrien des nains du chaos, puisqu'il y avait Moloch, où tu brûlais des gens dans un grand taureau géant en bronze. Bah là, c'est pareil, c'est le taureau en géant qui a pris vie par la magie impie du dieu. Et donc, il offre en monture à ses sorciers prophètes les plus puissants. Et donc, Drazak the Ashen est sur un grand taurus. C'est la plus grosse figue de la gamme, je pense. C'est la plus grosse figue de la gamme. Il est magnifique. C'est vrai que, alors parfois, la sculpture fait un petit peu vieillotte par endroits. C'est peut-être pas si facile que ça à peindre, je pense. Non. Pour lui donner un aspect un petit peu moderne. Mais c'est un beau gros bestiau comme ça, quoi. Bah, j'ai la photo sur mon téléphone, je te l'enverrai. Bon, pour l'instant, il est sous coucher blanc, mais on voulait qu'on le voit quand même par rapport à la table. Voilà. Pour la famille. Voilà. Et donc en fait, donc lui c'est le sorcier commandant de toute la légion. Il y a son grand taurus gentil qui crache tranquillement un peu de feu à 16 pouces et 6 attaques, dommage 1 qui font un petit peu mal. Ouais, bonne ambiance quoi. Bonne ambiance. Lui dessus, il tape qu'une seule fois avec une arme, mais qui touche pas bien parce que c'est un sorcier. Mais comme l'arme elle est maudite, elle touche sur du 2, elle a une grosse rend, elle fait dommage flat 3. Après, il y a le grand taurus qui, lui, attaque un petit peu avec ses cornes et ses dents. Il a quelques attaques, 3+, ben round, bon dommage. Et puis, derrière, il frappe avec ses sabots. Il essaie d'écraser les gens avec. Et donc là, c'est un peu sur son profil dégressif. Donc, il a 6 attaques au départ, qui tapent correctement, 3+, 4+, si je dis pas de bêtises, et qui sont dommages, hélas, 1. Ouais, alors ça c'est un truc qu'on retrouve un petit peu justement sur certains vieux War Scroll où en fait on a des montures assez énormes qui au final font pas plus de dégâts que ça. On a un peu le même problème chez des vieilles entrées Nurgle V1 où on a des tons qui sont comme ça et qui sont dégâts 1 quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu ouais, ou t'as un méga Gargant qui est dégâts 2 avec sa massue. C'est vrai. Voilà, mais effectivement, donc après bon il a 13 PV, il a une sauvegarde à 4, il a un mouvement qui est à la base de 15 pouces et il vole, mais c'est dégressif. Il a une bonne braverie, c'est le seul truc dégressif, c'est ça et les dommages qu'il fait, parce qu'il passe de D3 à 2-3-3 flat à D3 3 et le nombre d'attaques qu'il fait. Donc effectivement, il frappe pas très fort. Au niveau des règles spéciales du Grand Taurus, il vole déjà. Ensuite, à la fin de chaque phase de combat, comme il fait très chaud, parce que s'il il émet du magma, tu lances un dé, sur un 4+, tu prends une BM. Voilà, tous les mecs qui sont en contact, parce que voilà. Parce qu'il fait chaud, quoi. Il fait chaud. Comme Ashut, c'est un dieu qui méprise les autres et qu'il y a beaucoup de fureur dans le Grand Taurus. Quand le Grand Taurus charge, il peut relancer les jets pour blesser, pour fiabiliser un petit peu. Et ça, c'est le Grand Taurus. Et le nain dessus, le nain est tout de suite un sorcier de niveau 2. C'est le seul sorcier niveau 2 de la liste. Ouais. De l'armée. Ouais. De l'armée. Il a donc le sort boule de feu, base, le sort des royaumes, et son sort à lui, qui fait également un des cibles sur mortel et met un -1 en braverie à l'adversaire. Donc si tu calcules bien, tu peux faire
boule de feu sur une horde, des cibles mortelles. Puis 6, disons 6. Disons 6. Puis son sort derrière, il fait des 6. 6. Donc tu peux aller très loin. Et il colle -1 en braverie. Donc à la phase de déroute, l'unité, elle vole. Il a pas de fiabilisateur de sort, à l'exception de jouer sur Akshi. Quand tu joues sur Akshi, t'as un +1 pour lancer les sorts. Okay. Le problème d'Akshi maintenant, c'est que il t'offre le sort boule de feu, et boule de feu, il l'a déjà. Voilà. Il a une petite sauvegarde invulnérable à 5+, au corps à corps, uniquement. Mais, à chaque fois que tu l'as réussi, tu renvoies une blessure mortelle sur l'adversaire. Et à la fin, il a son aptitude de commandement, qui est quand même assez intéressante. Son aptitude de commandement immunise braverie toute l'armée dans un rayon de 24 pouces, et il a un socle quand même comme celui-là. Plutôt grand. Et ça, c'est des trucs qu'on voit un petit peu sur les anciens War Scroll. On a des auras qui sont très grandes. Et du coup, le moindre PC, la moindre aptitude de co, etc., rapidement, on l'a vu avec les Tomb Kings, toute l'armée en profite, quoi. Voilà, toute l'armée en profite, et surtout que, comme tu veux jouer MSU, ta faiblesse, c'est la braverie. Et l'avantage de Drazhar, c'est que quand tu le mets, tu claques ton PC, bah, t'es immune braverie partout, donc c'est pas grave d'avoir joué des petits MSU. Ça, c'est le premier personnage nommé, c'est le Big Boss. Truc intéressant, et vous verrez que c'est quelque chose qui revient vraiment sur l'armée de manière récurrente, c'est qu'en fait, on est vraiment sur une armée qui distribue de la BM. Donc, par rapport aux autres armées qu'on a, alors récemment, c'est un petit peu moins vrai parce qu'on a quand même pas mal d'armées qui distribuent de plus en plus de BM, mais c'est une armée qui a un potentiel de dégâts via les blessures mortelles qui est très conséquent, en particulier via la magie et les armes de siège. Surtout la magie et certaines armes de siège. On va en reparler effectivement. Le deuxième, c'est Chartor, l'exécuteur. Nommé. Alors lui, c'est un grand Taurus, mais c'est le fils préféré d'Ashut. C'est son exécuteur. Donc en fait, Chartor vit sa vie de Centaure Taureau, et puis de temps en temps, il reçoit une vision de Dieu qui lui dit « Va tuer ça là-bas ». Il prend tous ses potes, il part. Sans réfléchir, parce que c'est Dieu qui lui a dit. Et il va buter les mecs. Et après, il revient. Ou des fois, Dieu lui dit, tue aussi ceux-là. Il vaut 220 points. Donc, c'est 100 points de moins que le général précédent. C'est 60 points de plus que sa version non nommée. Qu'est-ce qu'il a en plus? Bah, déjà, de base, c'est un gros ton qui tape fort. Donc, il a un mouvement de 7 pouces. Pour un nain, c'est quand même pas mal. Il a 8 PV. Donc, ça se défend bien. Une braverie à 8, une sauvegarde à 4+, plutôt bien. Il a 5 attaques avec sa grosse hache, donc qui touche sur du 3, qui blesse sur du 3, qui ont une reine de -2 et qui sont damage flat 3. Puis après, il a ses sabots. Alors les sabots, c'est 3 attaques qui touchent sur du 4, qui blessent sur du 3, qui n'ont pas de reine et qui sont dégâts 1. C'est la hache qu'on va regarder, surtout au niveau de tout ce qui est dommage. Il a plusieurs règles spéciales. Déjà, sa hache, elle est magique, donc quand il fait un 6 pour toucher, il colle une BM. Point. En plus de toutes les attaques. C'est pas, ça s'arrête comme chez les Luminettes, non, il fait une BM en plus. Ça, c'est une mécanique qu'on retrouve beaucoup chez Khorne, d'ailleurs, et c'est assez marrant de le voir sur les Nains du Chaos, c'est des BM en plus, sur des 6 à la touche. Tout à fait. Après, il a le masque de l'exécuteur, qui est un objet magique, tu choisis quelqu'un à 8 pouces, tu lances un dé. De 1 à 2, il se passe rien. Sur 3 à 5, il prend un des 3 blessures mortelles, et sur un 6, il prend un des 6 blessures mortelles. Donc ça, c'est son artefact, qui est plutôt pas mal. Il a une capacité qui se répercute chez tous les centaures taureaux, qu'on appelle les Baals, c'est que il a des sabots, donc il a +1 natif à la charge. Et quand il a chargé, ses sabots sont pas dégâts 1, ses sabots sont dégâts D3. Donc il a, bien sûr, un peu plus impressionnant à la charge. C'est une mécanique qu'on retrouve pas mal chez les montures un peu burnées, justement, d'avoir des dégâts améliorés quand on a chargé avec la monture. Et il a une aptitude de commandement qui lui est propre, qui est le seigneur des Baals. Donc les Baals, c'est tous ceux qui sont sur centaures taureaux, qui permet à tous les centaures taureaux dans un rayon de 24 pouces de lui, donc c'est un très gros rayon, de relancer les jets de charge. Donc, c'est charge, donc c'est 2d6 +1, reroll. Et ça permet également de relancer les 1 pour toucher avec les sabots. Alors les sabots, c'est pas les armes les plus incroyables des centaures taureaux, mais c'est un petit bonus qui est sympa, c'est surtout la reroll. Donc lui, il vaut 60 points de plus que son pote non nommé. Donc lui, c'est le Taurouk du centaure, donc le Taurouk des Baals, c'est les chefs, les commandants des centaures taureaux.
Et c'est le cogneur de l'armée en termes de personnage. Ça, c'est le personnage qui cogne. Il a un mouvement de 7, il a 7 PV, une braverie à 7, une sauvegarde à 4+. Il a une grosse hache qui a 5 attaques, touche sur du 3, blessure du 3, raid -2, dommage, 3 flat. Et il a ses 3 attaques de sabot, pareil, 4+, 3+, pas de raid, dommage 1. Mais lui, il est équipable. Ouais, il est pas nommé, c'est bien ça la grosse différence. Voilà. Et donc, si tu veux faire ton motoculteur, bah, tu peux faire le combo reroll des touches, reroller 1 pour blesser. À l'époque, quand t'étais Saligo, tu prenais les artefacts de royaume de Jiran et tu prenais la lame spécifique, qui faisait +1 pour toucher, +1 pour blesser. La Gear Strike. Et ouais. Donc 5 attaques, 2+2, raid -2, dommage 3. Ça devient fiable. Ouais, ça devenait très très fiable. Surtout avec le trait de co. C'est ça. Et donc là, tu pouvais maxer très fort. Donc ça frappe très très fort. Ça décape encore mieux que le Glenzer, ça. Ah ouais, tout à fait. Encore mieux que le Glenzer. Et voilà. Après, en termes de règles spéciales, bah il y a la même avec les sabots, donc la +1 pour la charge et le D3 en dommage s'il a chargé. Et il a une aptitude de commandement qui est tout à fait différente de celle de Shaftor. Et son aptitude de commandement, qui n'a qu'une portée que de 12 pouces, ne s'applique effectivement encore qu'au centaure taureau, et c'est +1 pour toucher avec les armes de corps à corps. Et ça, c'est très très bien, parce qu'on va voir plus tard que même s'il frappe fort, il frappe mal. Donc ça, c'est super cool. En fait, on voit vraiment qu'on a les deux orientations avec le nommé Chartor, qui va avoir peut-être un petit peu plus support, en fait, paradoxalement, parce que il va pas pouvoir s'équiper, il va être là pour la bravoure, etc. Alors que maintenant, on est vraiment sur le buffle de base. C'est ça. Le meuleur. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, c'est, si vous voulez quelqu'un qui meule, bah, c'est lui. Ça, y a pas de problème. Il va découper des gens, et vite et bien. Mais pas si cher que ça, en plus, hein, en termes de points. Non, il est à 160 points. Donc il est tout à fait correct. Ouais. Bon, c'est le personnage non nommé le plus cher du lot qu'on a, mais il fait très bien le travail. Et donc, il y a 2 personnages à pied non nommés qui sont le Lord Castellan. Le Lord Castellan, c'est les généraux des nains du chaos, c'est ceux qui gèrent la discipline. Et donc, ils sont armés c'est des nains. Alors déjà, le mouvement, il est réduit à 4 pouces, ça va pas très loin. Bon, ils ont 5 PV, parce que c'est des caresser les rois à pied. Ils ont une bonne braverie à 8, ils ont une sauvegarde à 4, classique dans cette armée-là. Et ils sont équipés d'un pistolet, qu'on peut voir là, qui est un pistolet assez standard, qui tire pas très loin, 9 pouces, qui touche sur du 4, qui blesse sur du 4, des dégâts 1, raid 1, mais qui a l'avantage de, quand tu fais un 6 pour toucher, ça fait une BM. Toujours plus de BM. Toujours plus de BM. Moi, les miens, ils touchent jamais, donc normal. C'est normal. Et au corps à corps, il a 4 patates de son arme maudite, où il touche sur du 3, blesse sur du 3, raid -1, dommage 2, il se défend. Ouais. C'est pas un gros cogneur, il a une aptitude spéciale, parce que c'est un commandant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour un PC, on choisit une unité ennemie qui a 12 pouces de lui, et pendant tout le tour, jusqu'à la prochaine phase des héros, toute l'armée a un bonus de +1 pour la blesser. Et donc ça, c'est vraiment pourquoi on le sort, c'est pour cette aptitude de commandement-là, qui permet de meuler une unité, une Death Star, ou une unité très résistante, un gros bonus pour toute l'armée, pour un PC. C'est vraiment très très utile et ça fait de bonne synergie. C'est marrant, ça fait rappeler un peu le système de rancune comme on peut avoir. Et en plus, on le retrouve même dans le jeu chez les Caradrons avec, si je dis pas de bêtises, c'est le Navigator qui désigne une unité adverse et qui fait descendre un truc lumineux pour dire c'est là qu'il faut tirer. Ouais, c'est ça. Et ben là, c'est du mépris. Ils sont vraiment nuls. Donc c'est un peu le truc, c'est vous voyez cette unité? Ah oui chef, je veux plus la voir. Bien chef. Donc ça, c'est surtout lui, il vaut 120 points. Et lui, c'est un buffer, il est utilisé pour cette unité. C'est vraiment utilisé pour ça. Il y a son copain, qui est le porte-bannière, qui lui coûte 100 points. Et c'est pareil. Alors lui, il a pas de flingue. Il a la même arme, mais il a que 2 patates. Mais il a sa bannière. Et sa bannière, la bannière de Malice, elle donne +1 à la braverie à toute l'armée. Donc ce qui est très bien, puisque à la base, la braverie, elle n'est pas exceptionnelle. Et que on veut jouer en MSU. Donc ça, c'est encore quelque chose pour bloquer les problèmes de braverie. Et point très important, ça donne aussi la reroll des 1 pour blesser à toutes les unités pour l'usine 18. Donc c'est un bon fiabilisateur pour 100 points. Très très fort en plus. Comme on le dit jamais assez, mais les capacités de fiabilisation de la blessure, ça court pas les rues sur le jeu. Donc c'est hyper important. Ouais. Alors eux, ils en ont plein, des capacités de fiabilisation de blessure. C'est la touche où ils ont beaucoup moins.
Et après, le All-Star, la star des stars du Battle Tom, en personnage de support, c'est le Damon Smith, le sorcier ingénieur. C'est le Slaughter Priest C'est ça. Il est biclassé, il vaut 100 points. Il a pareil 5 PV, 4 de mouvement, une 4+, une bonne braverie à 7. Et il a une arme de tir qui porte à 6 pouces, donc quand vous l'utilisez, c'est vraiment la galère. Ouais. Qui est spécifique. En fait, elle fait un des 3 blessures mortelles, point. Et si c'est une machine de guerre en face, c'est 1 des 6. C'est le sang d'achute. C'est un acide spécifique qui fait que on peut faire un des 3 blessures mortelles ou un des 6 sur une machine de guerre. Bon, il a 6 pouces de portée, donc quand on l'utilise, c'est que c'est un peu la merde. C'est clair. Il a 2 options d'armes. Il a un bâton enflammé qui a si alors, je prends tout à fait 2, il y en a une qui a une seule attaque qui touche sur du 4, qui blesse sur du 3, qui a -1 en reine et qui fait 3 dommages flat. Et il a l'autre qui a 2 attaques qui touchent sur du 3, qui blesse sur du 3, qui ont reine de 1, qui ont un dommage des 3. Donc on prend souvent celle-là parce que il y a 2 attaques et ça permet de toucher un peu plus souvent. Voilà, ça c'est ses armes, donc on le prend pas pour ça, on le prend parce que c'est un sorcier. Ouais. C'est un sorcier de niveau 1, qui est tout à fait normal et qui a un sort. Et ce sort, il est très bien, c'est Tempête de Cendre. Il a une portée de 36 pouces, il se lance sur du 6. Facile à lancer. Ouais. Et l'unité choisie a -1 pour toucher, jusqu'à la prochaine phase des héros, donc que ce soit le corps à corps ou au tir. Il leur met de la poussière dans la tête. Ça. Il leur met une poussière de cendre. Ouais. Et surtout, elle peut pas courir. Vraiment, vraiment utile pour débuffer une unité. Super fort. Franchement, on est vraiment entre la boule de feu et ce sort-là. Voilà. C'est des sorts qui sont assez faciles à lancer et qui ont un effet qui est très, très, très puissant, quoi. Voilà. Et après, on le prend parce que on verra avec les différentes machines de guerre, mais sa présence booste les machines de guerre et ces machines de guerre en ont bien besoin. Ouais. 100 points, il est auto-inclus, il y en a souvent un ou plusieurs dans la liste parce que il sert vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, c'est vraiment le couteau suisse. Il fait tout, et puis en plus, il coûte pas très cher, quoi. Ça fait un peu penser, comme je disais, au Slaughter Priest de Khorne. Ouais. C'est vraiment un totem, il apporte beaucoup à l'armée. En plus, la figue est folle. Si je dis pas de bêtises, en plus, il y a même une figue exclusive. C'est elle. Voilà, celle-ci, c'est la figue exclusive. Ça, c'est la figue exclusive. De chez Forge. Voilà. Qui est de la mauvaise échelle. Il est un peu trop grand, en fait. Ah oui, c'est vrai qu'il est plus grand que ses potes, ouais. Mais c'est normal, c'est un héros, voilà. Après, si vous achetez des Damon Smith, ils sont vendus en blister de 3. Mais donc voilà, ça c'est la figue que vous trouverez au Warhammer World. Moi d'ailleurs, j'en ai acheté une et j'ai qu'une seule envie, c'est de la peindre. Et donc ça le seul, c'est là qu'on regrette, tu vois, qu'il n'y ait pas de vrai tableau de magie, pas de vrai domaine de sort pour eux. Ouais. Voilà. Et ça clôture un peu l'ensemble des personnages disponibles dans la Légion d'Asgore. Donc il y a tout. Il y a donc les 2 personnages spéciaux. Il y a le caster support, il y a le support, il y a 2 supports même, et il y a le gros connu. La Brutas. Il y a la Brutas, donc il y a vraiment, dans tous les styles de jeu, c'est vraiment utile. Sur ça, c'est vraiment sympa. Après, on va passer donc aux troupes. Alors les troupes, il y en a plusieurs types. Le premier type qu'on va trouver de troupes, c'est les Iron Sworn. Ouais. C'est le guerrier de base de nain du chaos de la Légion d'Asgore. C'est un nain classique, alors classique, il a un mouvement à 4, il a un PV, il a une braverie à 6, il a des bonnes armes, donc il touche sur du 3, il va blesser sur du 4, il a une reine de -1. Ça c'est bien, parce qu'il a tout à peu près une reine dans cette armée, ce qui est un point fort. Dommage 1, donc assez classique. Quand il a son musicien, il a +1 à la course. Quand il a sa porte-bannière, il a +1 en morale. Donc déjà, la braverie, elle passe à 7. Ça fait plaisir. C'est une unité de ligne. C'est une unité. C'est la ligne de base de l'armée. Et ils ont des boucliers maudits. Donc en fait, à chaque fois que tu vas faire un 6 sur tes jets de sauvegarde, l'adversaire va prendre une blessure mortelle. Et ça, c'est des mécaniques qu'il y a, par exemple, qu'on peut trouver chez les Daughter of Khaine, chez les Ogres. Et ça, c'est très bien parce qu'en fait, ils vont se prendre un rouleau compresseur dans la gueule qui va les balayer. Tu vas faire plein de 6 et les mecs en face, ils vont prendre plein de blessures mortelles. Parce qu'ils vont faire plus de blessures, on va pas se mentir, ils vont faire plus de blessures mortelles en faisant des 6 qu'en tapant avec leur petite hache. Mais ça reste une ligne tout à fait correcte. C'est 90 points les 10. C'est 240 points les 30. Alors encore une fois, on a vu qu'on n'allait peut-être pas les jouer par 30. Mais si on a envie de monter en masse, c'est eux.
Ça, c'est une battle line. Donc, si vous jouez KO, vous pouvez les prendre en battle line. Ils sont très bien. Et c'est la battle line principale de l'armée. Deuxième battle line, uniquement si vous jouez Legion of Asgore, c'est eux. C'est les tireurs. C'est les Fireglaive. C'est le même profil que leurs copains d'à côté. C'est juste qu'ils tapent moins bien au corps à corps. Ils touchent que sur du 4. Mais sur du 4, ils n'ont pas de range au corps à corps. C'est les tireurs. Donc, ils ont le Fireglaive. Le Fireglaive, ça tire des balles avec des esprits du feu dedans. Ça a une portée de 16 pas. Donc, une très bonne portée. Ça touche sur du 4. Ça blesse sur du 4. Ça a une range de 1. Ça a dommage de 1. Mais, deux règles importantes. Si on fait un 6 pour toucher, ça fait une BM. En plus de tout, c'est encore mieux que l'arc luminette. Ouais. Bon, ça tire pas sans ligne de vue. Ça tire pas à 30 pouces sans ligne de vue. C'est ça. Mais globalement, en vrai, pour une fois, on a un vrai flingue qui fait vraiment quelque chose. Parce que quand tu vois les flingues Caradon qui ont une portée de 9 pouces et qui touchent pas... C'est court. Et ils ont la règle, s'ils n'ont pas bougé à ce tour-ci, ils rerollent nativement les 1 pour toucher avec leur arme à feu. Donc ça fait de très bons tireurs, assez fiables. Le seul défaut, c'est que obligatoirement, le champion, il a un pistolet, et que le pistolet, il tire 2 fois moins loin. Voilà. Et eux, c'est 100 points. Et il n'y a pas de réduction si tu en prends 30 en unité, donc ça va de 10 à 30, il n'y a pas de réduction. C'est 100 points, c'est carré, ça fait le travail, ça tire, ça tank bien parce que ça a une 4+. Ça tank moins bien que les autres à côté. Puis ça remplit vos lignes. Et ça remplit les lignes, tout à fait. Donc ça, c'est les nains du chaos à pied. On va passer à l'autre unité. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. C'est vrai que la gamme est pas extrêmement fournie sur les petits mecs à pied. Et c'est vrai que par contre, sur ce qui est artillerie, on va dire infanterie monstrueuse, il y a de quoi faire. Voilà, alors l'infanterie monstrueuse, donc d'abord, il y a les bulles centaures. Taureaux, les Baals, donc des figurines très impressionnantes, très grosses, qui lavent très fort. Ils ont un mouvement de 7. Ils ont 5 PV par tête. Donc ça encaisse bien brut. Ils ont 6 de braverie, ils ont le sauvegarde à 4. C'est un mur mobile pour aller prendre les objectifs. Ils peuvent être battle line si jamais Chartor est le général. Et ils valent... Ou lui peut-être, non? Non, que Chartor. Non, c'est dommage. Ah, c'est con. Et ils valent 180 points les 3. On peut les monter jusqu'à 12 à 640. Donc c'est l'énorme armée, le gros régiment énorme de trucs. Ça code pas ultra fort. Ça a 3 attaques avec ses haches. Donc les haches, elles sont plutôt correctes. Elles touchent sur du 4. Donc elles ont du mal à toucher. Mais heureusement, on a vu qu'avec leur copain chef, ils sont passés sur du 3. Qui blesse sur du 3, qui ont une range de -1 et un dégât flat 2. Ça code relativement fort, c'est juste que ça touche pas bien, mais il y a des fiabilisateurs. Et puis il y a les 3 attaques de sabot qui sont pareilles, 4+, petit bonus en charge. Voilà, le D3 est pareil, ils ont le +1 à la charge natif. Et eux, ceux-ci, ils ont les mêmes boucliers que leurs copains à pied, ce qui fait que quand tu fais des de la sauvegarde en corps à corps, tu renvoies une blessure mortelle dans l'adversaire. Donc, plutôt que des grosses troupes de choc qui vont bien laver, même si elles tapent correctement, c'est un bon mur pour aller prendre les objets assez vite, c'est de la projection. Et d'ailleurs, point assez intéressant qui est parfois un petit peu mal joué concernant les sauvegardes de 6. Par exemple, si vous reste un mec, allez, ne prenons pas le cas idéal, il vous reste 3 mecs, vous prenez 60 attaques, vous allez faire les 60 jets de sauvegarde parce que les attaques sont simultanées. Donc en fait, vos 3 mecs, si vous prenez de la saturation, j'en sais rien, des furies, des squelettes ou peu importe, ils vont faire tout le retour de sauvegarde et tous les BM potentiellement, même s'ils sont morts 10 fois, quoi. Et ça, c'est assez important en termes de retour de dégâts. Voilà. Et ce qui est pas important, c'est que c'est le 6 non modifié. Donc, même si tu as une reine -3 qui t'annule ta sauvegarde, tu fais tes G. Parce que si tu fais des 6, tu renvoies des BM quand même. Donc ça, c'est un point qu'il faut retenir. Donc ça, c'est la première cavalerie monstrueuse, c'est les centaures. Ensuite, on a donc le Kadai Fireborn. Donc le Kadai, c'est des démons d'Ashut. En fait, on fait des sacrifices de sang à Ashut dans le brasier. Et ça envoie des esprits de feu et des âmes torturées dans les armures. Et donc, c'est les démons d'Ashut. Donc, c'est des beaux démons, c'est des belles bêtes. C'est très rapide. Donc ça, c'est les trucs les plus rapides de l'armée. Ils ont 8 de move. Ils ont 4 PV. Ils ont une braverie à 6. Ils ont une sauvegarde à 5+. Uniquement. Mais il y a des petites blagues. La petite blague, déjà, c'est qu'ils volent. Ça, c'est bien. Ensuite, ils peuvent courir et charger en volant. Donc ça, on fait des troupes d'assassinat vraiment sympas. Tu passes derrière, tu passes au-dessus des unités, tu chopes le héros,
Et là, le héros, il se prend trois démons un peu énervés qui font coucou. Et là, tu fais... Surtout qu'ils cognent Ouais, sympathiquement. ça cogne sympathiquement. C'est les démons. Ils sont éthérés. Ça veut dire que la sauvegarde, certes, elle est à 5, mais elle n'est jamais modifiée, ni en bien, ni en mal. Donc ça aide bien, sachant que le Black Shard, donc l'allégeance, se met. Donc, t'annules quand même la première blessure qu'ils subissent. Ils ont 4 PV, ils sont relativement tanky, relativement rapides. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau de la baffe, alors, ils ont plusieurs points forts et points faibles au niveau de la baffe. Le premier point fort, c'est qu'ils ont une range de 3. Ce qui t'en fait des unités vraiment sympas, si tu les mets par exemple cachées derrière ta ligne. Tu te fais charger, ils sont à 3 pouces, l'adversaire, il peut rien faire. Tu tapes. Ils ont 5 attaques par tête de pipe. Ils touchent sur du 3. Bon, ils blessent sur du 4. Ça, c'est le problème. Il n'y a pas de rend et c'est dégâts des 3. Voilà. Donc, ça n'a pas de rend, mais c'est dégâts des 3. Donc, contre de la horde, contre de la masse, ça défonce tout. Ouais, ça nettoie vraiment fort. Contre un personnage, quand il s'en prend 3, le personnage, hélas, avec ses 5-6 PV... vaut mieux pas louper de sauvegarde, quoi. Voilà, vaut mieux pas louper de sauvegarde. Et puis... action bonus, comme c'est des corps enflammés, à la fin de chaque phase de combat, tu lances un dé pour toutes les unités à 3 pouces, ennemies bien sûr, et sur un 2+, tu leur colles une petite BM de plus pour la rigolade. Donc c'est des très bonnes troupes, après qu'on va jouer en MSU aussi, parce qu'ils ont une braverie un peu pourrie, à 6, et dès que t'en perds, si tu prends une grosse unité, si t'en perds 1 ou 2, tout de suite tu vas en perdre d'autres, alors que de base on avait vu 4 PV, 5+ éthérés, la Black Shard, ils sont un peu tanky, donc ce serait dommage d'en prendre plus dans l'unité, sachant qu'en plus c'est des socles de 50, donc après pour les balader c'est un peu compliqué. Donc ils sont un peu quand même sauvés par leur range de 3, parce que quand on a des socles aussi gros, c'est vrai que si on veut faire taper tout le monde et les rentabiliser, il faut absolument faut vraiment qu'on ait la range. Donc franchement c'est une super bonne unité. Moi j'avais joué contre un pack de 6 ou de 9 je crois. Et si jamais ça passe ses attaques et que ça tape un peu des trucs qui a pas trop de sauvegarde, ça devient vite le drame, quoi. Donc les Kadai, c'est 140 points les 3 et c'est 480 les 12. Parce qu'il y a une réduction de horde sur eux. Ouais. Me demande pas pourquoi. Mais à l'époque, tout le monde avait une réduction de horde. Donc si t'as envie d'en jouer 12, mais ça fait un peu gros. Ouais. Mais donc ouais, franchement, c'est une bonne unité et en plus qui détonne un peu par rapport au reste de l'armée. Donc assez intéressante. Les mécaniques de course et charge. En plus, quand on vole, c'est une mécanique super intéressante. Ça donne une grosse projection. Puis c'est un peu les électrons libres de l'armée. En fait, ils sont un peu autonomes. Ils synergisent pas forcément avec grand chose du reste de l'armée. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est des très bons assassins pour aller soit taper de la horde, soit finir un mec un peu esselé, quoi. Voilà. Et puis même pour protéger ta battle line, tu te mets derrière avec la range de 3. Ouais. Et là, les gens se disent bon, ok, les nains du chaos, ils vont pas me faire grand chose, mais les mecs derrière, ils vont meuler et j'ai pas moyen de les taper avant. Ouais. Donc ça, la range de 3, c'est l'une de leurs plus grandes forces. Et effectivement, ils blessent mal, mais on a vu qu'il y a plein de bonus pour blesser dans l'armée. Donc plusieurs qui peuvent améliorer ce genre de choses. Et puis après, on va passer au poids lourd de l'ensemble de l'armée. Le pourquoi on joue nain du chaos, les machines de guerre. La marque distinctive de cette armée, c'est vraiment les machines de guerre. Je pense qu'il n'y a aucune armée qui a autant d'artillerie, autant de batteries comme ça. C'est vraiment assez impressionnant. Il y a 5 machines de guerre différentes, donc là il n'y en a que 4 de présentées, mais il y en a 5 différentes qui vont de l'excellente à correct moyen. Si vous aimez les machines de guerre, c'est cette armée-là qu'il faut jouer, il y en a plein. C'est clair. Et elles font plein de trucs. Donc la première, la plus connue, qui vient des fins fonds de l'âge de Warhammer. Feu Battle, c'est le lance-roquette. Ouais. Alors de son petit nom en anglais, le Death Shaker Rocket Launcher. Donc là, c'est la base de l'artillerie, naine du chaos, des Légions of Asgore. Elle coûte 120 points pièce. Elle a 6 PV, un mouvement de 3, mais on va voir qu'elle a des moyens de faire des choses. Une braverie à 6, une sauvegarde à 4+. Le tir, comment ça marche? Ça a 36 pouces de portée. Ça a 3 attaques. Ça touche sur du 4, ça blesse sur du 3, c'est une reine de -1, c'est D3 dommages. C'est correct. Au corps à corps, on n'en parle pas, c'est les types qui se battent. C'est pas trop, voilà. Ouais, c'est ça. C'est pas trop ça. Et ça a plusieurs points forts. Donc déjà, c'est une machine de siège. Donc elle peut pas se déplacer toute seule. Elle a un mouvement de 3, mais elle a pas le droit de courir toute seule. Pour contrebalancer ça, elle a un +1 à la sauvegarde contre toutes les attaques qui viennent lors de la phase de tir.
Et puis il y a des moyens de la faire bouger, on va en reparler quand on parlera des machines de guerre qui permettent ça. Le principe de cette figurine, c'est que, comme les luminettes, elle n'a pas besoin de ligne de vue. Donc, elle n'a pas besoin de ligne de vue à 36 pouces. Encore mieux que des archers sentinelles. Ouais. Bah, après, elle touche que sur du 4. Donc, sur un personnage, elle touche que sur du 5. Donc, c'est déjà plus compliqué avec uniquement 3 attaques. Il y a des choses qui la boostent, notamment si elle attaque des unités qui ont 5 figurines ou plus. Donc, dans ce cas-là, elle a plus 1 pour toucher. Donc, elle touche directement sur du 3. C'est déjà beaucoup plus sympathique. Ouais. Et puis, s'il y a un Demon Smith dans un rayon de 3 pouces, elle a plus une attaque. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, ça va être le leitmotiv de toutes les machines de guerre, même du chaos. C'est le petit mec là. Il faut le petit mec là à côté pour qu'elles soient bien plus rentables qu'elles ne sont. Et donc, avec le Demon Smith à côté, et quand elle vise bien, c'est 4 attaques, 3+, raid -1, dégâts des 3, sans ligne de vue à 36 pouces. Ce qui permet de faire le ménage dans les archers luminettes, par exemple, qui sont cachés en disant, ah, tu me vois pas. Moi mais moi, je te vois. Là, tu fais, bah si, je peux t'avoir aussi. Donc ça, c'est la machine de base. Simple, efficace. Après, on va passer sur la deuxième machine, qui, elle, vaut 20 points de plus, qui est ici, qui est le Magma Cannon. Le canon à magma, qui est dérivé du canon à flamme nain de l'époque de Battle, qui crache du magma, c'est son nom, et qui, lui, est la meilleure machine de guerre de l'armée, si ce n'est la meilleure machine de guerre du jeu. Ouais, c'est... Pourquoi ? Parce que elle fuck les règles. Exactement. Il joue à son jeu solo. Il joue à son jeu solo. Alors, c'est pareil, hein, c'est 6 PV, une sauvegarde à 4, pas de mouvement, une petite braverie. Ça peut être transporté par d'autres machines de guerre, on va en reparler. Ça court pas. Ça a +1 à la save quand on lui tire dessus. Ça reste costaud. Ouais. Au corps à corps, on n'en parle pas, hein, c'est une broutille. Et puis, mais voilà, il y a son arme. Ouais. Le Magma Cannon. Alors déjà, il y a même pas d'histoire de touche, blessure et c'est tout. Ça. Je connais pas. C'est ça. Ça portait 18 pouces. Alors c'est un peu short, mais encore une fois, si on met le papa Demon Smith à côté, ça passe à 24 pouces. Ouais. Et là, 24 pouces, c'est tout de suite plus rigolo. Comment ça marche ? On désigne une cible dans la zone. Bon, faut la voir. On lance un petit D6. Et si on fait 3 ou plus, c'est le nombre de blessures mortelles que l'adversaire va prendre dans la tronche. Inutile de dire que ça défouraille tous les persos de support qui se baladent, donc qui ont 4 ou 5 PV. Donc vous avez quand même une chance sur 3 de flinguer n'importe quel héros à 24 pas. Et attention, en plus, c'est hyper important, on le dit pas, mais les mécaniques d'attention messire pour avoir un -1 à la touche, c'est quand on a besoin de faire une touche. C'est ça. Là, il n'y a pas d'attention messire, en fait. C'est, toi là-bas, je te vois, tu prends des CBM si je fais plus de 3. Alors, si je fais plus de 3, c'est ça. C'est ça. Donc, 1 ou 2 va rien se passer, donc tu vas prendre entre 3 et 6 blessures mortelles, si ça touche. C'est pas mal. Ce qui est pas mal, donc 24 pouces. Et puis, on a le droit aussi de tirer dans des hordes, parce que théoriquement, il est designé pour tirer sur des figurines nombreuses, donc tu rajoutes +1 si l'adversaire il est 10. Ouais. Donc, si tu tires sur une horde, on va te faire un D6 +1, donc sur du 2+, tu vas coller au moins une blessure mortelle. Ou alors, c'est vraiment sur du 2, c'est comme ça. C'est vraiment balèze, hein. En plus, il peut en jouer plusieurs. 140 points. C'est la meilleure machine de guerre de l'armée. Vous en prenez un, il touche jamais. Vous en prenez 2, il touche tous les 2. Vous savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et c'est dans les règles, je crois, d'ailleurs, ça. Ouais, non, c'est pas dans les règles. C'est quelque part dans les règles du wargame. C'est comme quand t'as chargé, ta charge de cavalerie, ta lance de cavalerie, elle blesse pas, tu vois. Voilà, c'est pareil. T'en as un, il touche pas. T'en as 2, tu fais un carnage. Les mystères des maths. Les mystères des maths. Voilà. Donc ça, c'est la machine de guerre phare. Ouais. De l'armée. C'est l'une des plus puissantes. Ensuite, on va passer sur le modèle du dessus, qui sont en fait des machines. Boum, boum, boum. Voilà. Qui sont les machines de guerre qu'on appelle les behemoths. Ouais. Parce qu'ils sont même plus en machines de guerre, elles sont behemoths. Le premier, celui-là que vous allez voir, qui est également des plus trouvables, le Skullcracker War Engine. À quoi sert-il à la base ? À la base, c'est que vous avez une forteresse. Lui, il avance. Et avec tout ce qu'il a devant, il casse le mur. Il fait un trou dedans. Et l'armée envahit le reste de la forteresse. C'est du Total War, quoi. C'est du Total War. Donc, comme vous pouvez le voir, il a différentes armes de guerre à sa disposition. C'est une machine de guerre de corps à corps. Ouais. Comme on peut le deviner. Et c'est une grosse machine de guerre très brutale. Elle vaut 200 points. Mais elle va vraiment faire beaucoup de choses, sauf si vous avez pas de chance. Et on va en reparler. Elle a un mouvement de 10, elle a 11 PV, une braverie de 7, et sauvegarde native à 3+. Ouais.
Et elle a une capacité spéciale qui est très sympa, c'est sa règle spéciale. Ça veut dire que si elle commence son mouvement dans un rayon de 1 pouce d'une autre machine de guerre, donc comme le Magma Cannon, le Rocket Launcher ou même lui, il a le droit de dire « Attends, je t'embarque avec mon crochet, je te remorque ». Et donc, à ce moment-là, il transfère sa valeur de mouvement à la machine de guerre, qui passe donc de 3 mouvements, sans courir, à 10. C'est pas mal. Et à la fin, elle doit refinir à 1 pouce de la machine qu'il a tractée. Donc, c'est vraiment bien pour redéployer son Magma Cannon, par exemple. Ça, c'est une petite règle sympa qu'il va partager avec sa variante de tir, dont on va parler après. Déjà, au corps à corps, il a une range de 3 pouces. Donc, c'est très très fort. Donc, encore une fois, on peut se cacher derrière les copains pour encaisser puis taper l'adversaire sans que l'adversaire puisse faire quoi que ce soit. Ou à faire ta petite technique que moi j'appelle le drift, où tu mets ta petite unité là comme sur un coin, et puis avec ton piline, tu bouges, et puis tu attrapes celui qui est derrière parce que tu as 3 pouces de range. Ça, c'est une possibilité fourbasse. Et là, c'est là que le Bavès, il est en aléatoire. Ça veut dire qu'en fait, il va faire 2 des 6 attaques. Donc, si t'es châteux, tu fais 12. Si t'es pas châteux, tu fais 2. Et là, c'est moins cool. Mais il a une règle spéciale qui dit que tu peux faire comme Escaven, more power. Donc, tu peux décider de lancer 3 dés, ou même 4 dés. Tu lances 4 dés 6, maximum, et c'est va être le nombre d'attaques que tu vas faire. Mais si tu fais 12 ou plus, il va perdre 1 des 3 PV, il va faire 1 des 3 blessures mortelles. Nous rappelons qu'il va ignorer la première. Donc, tu as quand même une chance sur 3 que finalement, ça ne coûte rien. Voilà. Et surtout que cette blessure, il l'encaisse après avoir tapé. Donc, le profil dégressif, c'est plus tard. Son attaque, donc c'est 2d6, donc on a 4d6 attaques, 3+, raid -1, dégâts, D3. Contre les War Machines, il peut relancer les jets pour blesser en natif. Et après, il a quelques attaques de coq. Il y a 6 attaques de coq, dégâts 2, 4+, 3+, qui font parce qu'en fait, il écrase les gens avec ses... Donc c'est quand même un beau bestiau de cac. C'est un très très beau bestiau de cac de contre-charge. Il permet de redéployer les machines de guerre. Il fait peur à tout le monde. Et quand vous craquez les dés dans le bon sens, il a un nombre de patates hallucinant, qui touchent sur du 3, qui blessent sur du 3, qui ont une bonne rend, et qui sont des gars des 3. Donc, avec un peu de chance, vous faites des gros trous. Après, quand vous n'avez pas de chance du tout, ça n'est pas top, mais en moyenne, parce que quand on calcule sur les moyennes, ça fait de moyenne de 2D, si ça fait à peu près 7, donc il va faire 14 attaques, qui touchent sur du 3. Bon, sur les calculs, tout ça, tu fais facilement 8, ça fait facilement 9, 10, 11 de dommages, voire 12. C'est ça. Plus haut, quoi. Donc ça vole de la horde, ça vole de l'élite aussi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on est vraiment sur la deuxième unité qui sature les gars des 3. Enfin, c'est pas un truc qu'on voit souvent quand même, normalement. Hormis les Harridan quand elles commencent à être buffées, mais saturer des gars des 3, c'est pas commun en tout cas. Après, il a son petit frère, donc là, qui est pas là, qui est la version de tir, qui est le War Demon Engine, qui est, alors c'est pas compliqué, vous remplacez tous les pics, et vous mettez un truc de locomotive et des gros canons. Alors lui, c'est pareil, il sature, mais il sature au tir, il coûte 20 points de moins, pareil, les mêmes profils, le même écrasage de corps à corps avec ses roues, la même capacité à transférer les autres machines de guerre. Par contre, il est quand même nettement moins efficace parce qu'il a une portée de 14 pouces, donc c'est de la fusillade. Il touche sur du 4 et pas sur du 3, et là, ça le flingue. Il blesse sur du 3. Il a une range de -2 qui est très bonne, mais il est dégâts 1. Et c'est pareil, en nombre de tirs, il est aléatoire. Il y a 2d6, 3d6 ou 4d6, sachant que si tu fais 12 ou plus quand tu as pris 3d ou 4d, il va prendre un 3 blessures mortelles. Donc, il vaut 20 points de moins. Il est nettement plus anecdotique en termes de dommages. Si vous avez moyen, peut-être aller chercher plutôt des Magma Cannon ou lui. Pour 20 points de plus, lui, parce que il va faire la même chose en termes de transport d'unité. Et en termes de létalité, il est vachement au-dessus. Donc, hélas, ce Demon War Engine, il vaut pas ses points. C'est pour ça que tu l'as pas, hein. C'est le seul que t'as pas. C'est ça. Par contre, il est nécessaire dans un bataillon qu'on va voir après. Et qui est un très bon bataillon. Donc, il va se justifier dans le bataillon. Mais c'est tout. Voilà. Et enfin, la pièce maîtresse, la plus grosse pièce maîtresse de l'armée,
Le Dreadcraft Mortar. Le ton. Le ton. Son petit nom en français, à l'époque, c'était le canon trembleterre. C'est beau. Il vient du passé de Battle, de très très loin. Ou alors, si vous trouvez des figurines, il y a un gros canon comme ça, avec des flèches du chaos et 3 nains autour. D'ailleurs, c'est quoi? C'est un hobgoblin? Ouais, ça, c'est un ogre, ça. Ça, c'est un ogre esclave. Ok. On est esclavagiste de tout le monde. Hein. Et donc, ogre, gobelin, on prend des mecs costauds pour charger le canon. Normal. Voilà. Donc, c'est un très très gros canon, qui est canon trembleterre. Alors, lui, au niveau du profil, c'est pareil. Il a un mouvement de 3, il a 10 PV, une braverie de 6, 4 plus de save, il tapote un peu au corps à corps. L'ogre, il tapote un peu au corps à corps. Donc, ça va faire un total de 7 attaques, 4 plus 4 C'est plus, pas du cac. Voilà, c'est pas du cac. Alors, son gros canon, qui était historiquement le canon ultime des nains du chaos, Ouais. parce que, en fait, plus que les dommages, il faisait des buffs au mouvement. Et il l'a toujours fait. Et dans la version du Warhammer, il le faisait. Dans la version Forge War de Warhammer, quand c'était Forge Warhammer, il le faisait. C'était la V1 d'AOS, il le faisait. On arrive à la V2 et il le fait plus. Voilà. Et donc, il a plus que son gros canon qui fait des dommages. Alors, son gros canon, il porte 40 pouces. Pas mal. Alors, très loin. On est quasi... C'est pas un record, ça? Si, c'est Sur un OS? record. Il n'y a rien qui tire plus loin que ça. Il a pas besoin de ligne de vue. Parce que il tire en arc de cercle. Ce sont les précurseurs des luminettes, en fait. C'est si le j'ai bien précurseur compris. des luminettes. Ouais, mais tu vas voir, là, c'est tout de suite moins glamour. Il touche sur du 4. Il a un seul tir. Il blesse sur du 3. Il arrête -2 et il a des dégâts D6. Alors, on peut faire des trucs mieux, hein. Si jamais on met Papa Damon Smith à côté, il a +1 pour toucher, donc il touche sur du 3. Ouais. Et à chaque phase, on peut lui dire qu'en fait, là, on le voit pas parce qu'il y a un petit nain avec un fouet qui va fouetter l'ogre plus fort pour tirer une deuxième fois. Donc, en fait, il aura 2 attaques. Donc, tu vas être à 40 pouces, 2 attaques, 3 plus raid -2, dégâts des 6. Ouais. C'est pas exceptionnel. Vu le châssis, on s'attendait à un truc un petit peu plus balèze. C'est ça. Tu t'attendrais à un trou un peu plus gros. En règle, et en plus, quand tu fouettes l'ogre, tu lances un dé sur un 1 ou un 2, tu vas prendre un des 3 blessures mortelles. Que tu peux ignorer avec la règle, etc. Mais, quand même, tu peux te faire mal toi-même pour tirer. Et t'es obligé, parce qu'un seul tir, c'est un peu pinasse. Et sinon, autant prendre un magma cannon, quoi. C'est ça, autant prendre un magma cannon. Et ça va être le bilan de cette entrée, c'est autant prendre un magma cannon. Et au final, avant, il empêchait la course. C'est-à-dire qu'en fait, tu prenais un coup de cette arme, tu courais plus, pour ce tour, et tu chargeais un D6. Alors tu t'en foutais de faire des dommages, c'était pas grave. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça a disparu. Il a perdu son côté contrôle. Voilà, il a perdu son contrôle. Vu qu'il cogne pas tant que ça. Voilà. Et le seul point qu'il a maintenant de ses super obus énormes, c'est si l'adversaire, la cible est à 10 figurines ou plus, tu peux décider de relancer le jet de dommages. Bon, c'est pas mal, t'as fait 1, 2, tu te dis, bon, c'est un peu pourri. T'as fait 1, tu relances, tu fais 1, t'es content. Voilà, c'est ça. Donc, hélas, en termes de points, il coûte 180 points. C'est le même prix que le War Demon Engine qui le tracte. 40 points de plus que le canon. C'est 20 points de moins que le Skullcracker qui fait le café. Et c'est 40 points de plus que le Magma Cannon. Et c'est 60 points de plus que le Rocket Launcher qui va faire mieux. Ouais. En fait, je pense qu'on est vraiment biaisé par la taille du socle. C'est-à-dire que quand on voit le machin, on s'attend à un monstre et tout. Et en fait, il est comme les autres. Voire potentiellement un petit peu moins bon, mais bon, après, la figue est magnifique. La figurine est magnifique. Et je te dis, avant, on le prenait, et il a toujours été pris comme trembleterre parce que il était trembleterre et qu'il faisait du crowd control. Et donc là, t'imagines 40 pouces, tu peux plus charger, machin, ou tu peux courir. Ça aurait été vachement bien. Il avait ça, il l'a plus. Et puis, comme Forge ne s'occupe pas de refaire, entre guillemets, les War Scrolls. Les War Scrolls, ben, pour l'instant, il l'a plus. C'est certainement pas leur priorité. Non, c'est pas leur priorité actuelle, je pense pas. Mais voilà. Donc c'est dommage, c'est une très belle pièce. Après, il est tout à fait jouable. Ouais. Voilà, c'est juste que si tu veux le monter dans le compétitif, on va voir, voilà. Allez prendre lui, quoi. Lui. Et lui, pour le coup, en plus, qui est pas si cher, hein, 140 points. Vous pouvez en prendre franchement au moins 2, je pense, c'est pas déconnant. Et c'est une super entrée. En plus, franchement, pour le coup, c'est ce qu'on disait en off, l'armée est vraiment atypique, que ce soit en termes de jeu, en termes de règles, et surtout visuellement, au niveau des machines de guerre, je pense que ça doit avoir une sacrée gueule sur table, quoi. Donc pour finir, maintenant qu'on a vu un petit peu les différentes entrées et
et leur rôle un petit peu, leurs interactions au sein de l'armée, on va passer au bataillon. Voilà. Et donc maintenant les bataillons. Donc les bataillons, on a de la chance parce que Forge War nous a fait 3 jolis bataillons. Ouais. Qui sont tous efficaces à leur façon. Ils sont tous un petit peu plus chers que les autres bataillons des autres armées. Ouais. Mais bon. Peut-être pas Séraphon. Peut-être pas Séraphon, ouais. Alors, le premier bataillon, et chacun thématise un petit peu une branche de l'armée. Ouais. Donc le premier qui a le bataillon, c'est le Black Shard War Host. Donc c'est la horde de guerre des mecs en armure, qui va être composé du Castellan, donc le général, celui qui donne un plus 1 pour blesser à tout le monde, de sa bannière, de 2 unités de combattants et de 2 unités de tireurs. Celui-là, il coûte 160 points. Donc il amène l'artefact, il amène le PC, il drop les poses quand même pas mal parce que il y a au moins 6 trucs dedans. Et puis c'est une base assez solide parce que tu vas toujours jouer au moins ces gars-là, quoi. Tu peux pas dire que t'as pris ça, que c'est des taxes. C'est pas des taxes, c'est des troupes qui vont te remplir toutes tes lignes. Donc c'est vraiment sympa. Et la capacité, ça va être déjà plus 1 à la braverie à tout le monde dans le bataillon. Donc de base, t'as 6 de braverie. Plus 1 parce que tu as l'étendard dans l'unité. Plus 1 parce que tu as le porte-bannière. Et encore plus 1 pour ce bataillon-là. Donc tu passes de 6, 7, 8, 9 de braverie. Ouais. Alors là, c'est bon, tu commences à devenir assez indéboulonnable à la braverie. Surtout qu'en plus, c'est quand même une des faiblesses de l'armée de base. Donc ça fait du bien. Tout de suite compensé. Et l'effet qui se coule, c'est que si tu n'as pas fait de mouvement ce tour-ci, au corps à corps, tu peux relancer. Au corps à corps, hélas, tu peux relancer les jets de 1 pour toucher. Donc, t'as ton fiabilisateur de touche, t'as ton fiabilisateur de blessure. Alors certes, c'est pas les plus gros cadors de corps à corps de l'armée et du jeu, mais ça te fait des mecs qui vont plus bouger, qui vont toucher, qui vont blesser, qui vont te saturer. Et quand tu vas les retaper, ils vont te renvoyer sur les 6, ils vont te renvoyer des BM. Donc c'est un très bon bataillon. 160 points, c'est un peu cher, mais honnêtement, il est bien, il diminue bien les bases. Tu peux en faire une bonne base d'armée avec ça. Ouais. Le deuxième bataillon, il va être centré sur Chartor et ses bulles centaures. C'est la troupe d'exécution, c'est Executioner Herd. Donc ça va. Alors celui-là, il va coûter la peau du cul. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein d'unités en termes de points. Il y a Chartor, il y a un taureau, il y a son petit frère, donc le taureau Bull Centaure, et il y a 3 unités minimum de Centaure. C'est vraiment le bataillon qu'on a envie de jouer, je trouve. C'est ça. Pour avoir un truc hyper thématique. Tu peux presque faire la 2000 points avec en gonflant. Qu'est-ce que ça a, à part à part l'artefact, le bataillon, les drops, etc. Tu as une capacité spécifique. Début de la bataille, avant de commencer la bataille, tu as une Charter, une vision de Dieu. Elle dit, tu vois lui, je veux plus le voir. Et donc du coup, tu as un bonus de relancer les jets pour toucher. Et ce qui est bien, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était la faiblesse des bulles centaures, c'est de toucher. Donc, alors si tu mets le CP, etc., t'es sur du 3+, full reroll des hits, les bonus de bless, enfin, t'as total. Sur cette unité-là. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu as détruit cette unité, il y a une nouvelle vision de Dieu qui te dit, bon, maintenant, ça sera celui-là. Et donc, tu en choisis une autre. Et donc, tu es à ta phase des héros. Donc, tu peux toujours être boosté toute la partie. C'est pas un effet où, tu as choisi une unité à mourir. Maintenant, elle est morte. Et puis, ton effet, il s'arrête. Non, tu recommences. Ça, c'est super cool quand on a justement des gros packs adverses qui servent aussi d'écran, etc. Parce que, évidemment, vu que ça vole pas, pour aller chercher les petits mecs derrière, c'est un peu tendu. Les petits héros à pied, c'est un peu mort. Par contre, le fait de pouvoir rechanger de cible à chaque fois, on peut prendre les vagues une par une en étant sûr de les sécher, quoi. Mais il coûte, quand tu mets les unités dedans, il coûte un minimum presque 1000 points. Ouais. Ça, c'est un peu le souci de tout mettre. Et après, il y a le dernier bataillon qui, lui, est centré sur la machine de guerre, qui s'appelle le train d'artillerie de la colère d'Achute. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Il fait 120 points. Il nécessite d'avoir un Demo Smith. Donc, lui, de toute façon, vous l'aurez toujours, on s'en fout. Et d'avoir le Demon War Engine, donc la version de tir de celui-là, qui, comme je dis, est pas extraordinaire. Petite taxe. Petite taxe à 180 points quand même. Plus 120 points du bataillon, ça fait 300 points pour le jouer. Et qu'est-ce qui permet d'autre ? Il permet de choisir 3 autres machines de guerre, parmi le lance-roquette, le gros Red Quarter et le Magma Cannon. Qui ont un effet... Voilà. Et le Magma Cannon, 3 Magma Cannon, c'est cool.
Et en fait, ce bataillon-là a l'avantage de donner le bonus du Demon Smith à toutes les machines de guerre du bataillon. Et on a vu, toutes les machines de guerre, elles ont besoin du Demon Smith pour être efficaces. Donc là, vous pouvez planquer votre Demon Smith au fin fond d'un trou pour être sûr qu'il ne soit jamais attrapé. Et puis, vous pouvez envoyer les magma cannon avec 24 pouces de portée. C'est clair. Et vous avez le War Engine, Demon Smith, le War Engine avec la loco pour pouvoir bouger les machines de guerre si besoin. Donc celui-là, il est aussi très utile parce que c'est très compliqué d'avoir assez de Demon Smith pour booster toutes vos entrées d'artillerie. C'est clair, franchement, gros pouce bleu au bataillon de ce BT parce que ils sont thématiques. En plus, ils permettent vraiment de descendre en pause. Moi, je m'étais amusé. Si un jour je me faisais une armée de nains du chaos, c'est pas compliqué de descendre à 3 pauses, quoi. On peut prendre par exemple un double bataillon, voire un deuxième Diamond Smith si on en veut, parce que je pense qu'en avoir 2 c'est pas délirant, parce que c'est censé niveau 1, donc il y en a un qui peut mettre le nuage de cendre et l'autre qui peut mettre la boule de feu. Ça reste des super sorciers, ça reste des super buffers. Il reste le Mystic Shield, il reste pour les magiques moins, mais pour viser un héros pourquoi pas. Et puis il peut rester le sort du domaine, enfin du royaume. Si tu joues sur Shamon, +1 à la sauvegarde, ça se prend tout le temps. C'est clair. Le Skullcracker avec une sauvegarde à 2 ou la reroll des 1 à la save, c'est déjà moins rigolo à taper. C'est clair. Donc voilà, franchement, ça paye pas de mine. C'est vrai qu'au début, moi, pour pas vous cacher, j'ai un peu eu vent de l'existence de ce BT il y a quelques mois de manière un peu hasardeuse, parce qu'en fait, je pensais que c'était un peu comme Tamurkhan Horde. Et en fait, non, c'est vraiment un vrai BT avec des vraies entrées, des vraies règles, qui pourraient clairement être un peu enrichies. On va pas se mentir, mais tout à fait jouable et tout à fait magnifique visuellement, en tout cas. Alors, comment elle se comporte? L'avantage en combat, c'est que cette armée-là te permet de jouer toutes les phases. Tu vas jamais être frustré là-dessus. Tu vas jouer ta phase des héros, tu vas jouer de la magie, tu vas utiliser des points de commandement, tu vas avoir du tir, tu vas avoir du tir courte portée, moyenne portée, longue portée, de la machine de guerre, du corps à corps, de la vitesse, de la projection, de l'assassinat. Beaucoup de combos aussi. Beaucoup de combos. C'est pas dépendant des bulles. Donc ça, c'est bien pour certains débutants qui ont du mal à gérer leurs bulles. T'es pas forcément dépendant de toutes les bulles. Il y en a que une ou deux de bulles bien à gérer. Et tu peux jouer ce que tu veux. Tu veux jouer la full gunline avec que des grosses artilleries. Tu peux jouer la full cavalerie centaure. Full centaure, ça c'est le kiff, quoi. Ça c'est le kiff. Imagine avoir justement Chartor, le boule centaure, le Toruk boule centaure avec plein d'unités comme ça, voire même en jouer un deuxième. Enfin là, c'est le délire complet, quoi. Et puis en plus, c'est efficace. C'est-à-dire que ça va marcher. C'est pas mou du genou. Tu vas y arriver. Alors, le bataillon nous aide beaucoup, quoi. Aide beaucoup aussi. Mais tu vas arriver, jouer avec ou sans, ça va bien se passer. Tes figurines, elles sont solides. Après, en tournoi, c'est tout à fait jouable. Aussi, tu peux y aller sans rougir si tu réfléchis bien ta liste, il se passe des trucs. Après, dans l'ultra compétitif, ça a pas le niveau. Ça, faut pas se mentir. En fait, il y a une figurine qui a le niveau d'ultra compét et c'est ça. Clairement, il faudra en jouer au moins 3 ou 4, je pense. Enfin, au moins 3, du coup, parce que c'est maximum 4, si je dis pas de bêtises, sur les artilleries. Donc, ça veut dire qu'il faudra en jouer 3 ou 4. Si c'est le bataillon, c'est que 3. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faudra vraiment abuser. En fait, je pense que, au niveau compétitif, si vous voulez emmener cette armée, il faudra clairement partir sur un build de tir. C'est ça. Qui est très au-dessus du build des centaures, par exemple. La liste compétitive que j'ai vue et que je pense tester, c'est le bataillon avec le Demon Smith et 3 magma cannon, et le reste c'est 2 x 20 tireurs. C'est ça. Après il y a plusieurs autres dizaines de tireurs à côté, donc il va y avoir 560 tireurs au total, et derrière ils ont pris des Untamed Beasts du chaos pour aller chercher les objets, revenir, etc. Parce qu'effectivement on est chaos, donc on a le droit d'aller piquer des trucs dans les autres battle tomes du chaos. Voilà, donc ça c'est la build compétitive qui me semble la plus efficace. Après, j'ai pas testé tout le reste, peut-être que la full centaure, mais je pense que la full centaure est un peu trop chère et la prise de Joe est un peu limitée. Moi, dans mon équipe, on avait justement un joueur qui avait emmené ça en compète et qui avait bien perfé, Pépé d'ailleurs, qui avait emmené ça à la WAC Taverne et qui avait fini 3e d'un tournoi à 32, si je dis pas de bêtises, et c'était vraiment un build de tir, et c'est pas du tout déconnant, surtout en fait.
Je pense par exemple typiquement face à du Fire Slayer qui, à l'époque, avant les ratas de la Big Fac de l'année dernière, ne jouait pas de Magma Drot en général. Et là, tous les petits mecs à pied, c'est pa. Et quand il y a plus de héros, le Fire Slayer, il est pas si heureux que ça, quoi. C'est ça. Après, maintenant, il avait le prismatique, il avait sa palissade à lui qui bloquait un peu le Magma C'est Cannon. ça. Mais c'est pour ça qu'en fait, en équilibré, ça marche Ouais. à peu près parce que, ne serait-ce que le Rocket Launcher sans ligne de vue, ça te débloque des problèmes. Ouais. Le Magma Cannon ou 2, ça te débloque les problèmes. Mm. Le Skull Cracker au corps à corps, si t'as un besoin de contre-charge, ça lave. Et il y a plein de façons de la jouer, cette armée. Ouais. Et c'est ça qui fait plaisir. Mm. C'est qu'il n'y a pas de dire, cette figurine-là, elle sert à rien, elle est pas très efficace, elle est vraiment nulle pour son coup au point. À part elle, alors elle est pas vraiment nulle, mais elle est décevante un petit peu en termes Disons qu'elle est belle. puissance, mais elle est belle. Voilà. Mais voilà, vous allez avoir une armée qui, concrètement, va manquer un petit peu de domaine de magie, d'artefacts, comme ça, mais qui a les reins suffisamment solides pour être emmené chez vos potes, avoir de la variété de jeu, même aller au tournoi et perfer sans souci, ça fait des trucs. C'est clair. Et vous allez jouer à toutes les phases, et ça c'est génial, parce qu'il y a plein d'armées où tu vas pas faire de magie, où tu vas pas faire de cac, où tu vas pas faire de tir, c'est clair. Comme ça, là tu vas tout faire. Et c'est vraiment bien. Après, en termes de modélisme, donc c'est de la résine. Ouais. Donc pour un débutant, c'est compliqué, parce que je vous avoue que la résine, il faut s'équiper, il faut prendre un peu le temps. Moi là, j'en ai monté quelques-unes pour la review. Ça m'a mis mes nerfs à rude épreuve sur certains montages. Ouais. La peinture se fait pas tout à fait pareil, la croche est pas tout à fait la même. La colle est pas la même, la sous-couche n'est pas la même, la peinture n'est pas la même, tout est différent. Tout est différent, donc il faut s'en rendre compte. C'est clair. Non, mais en plus, voilà, comme on dit, c'est toujours une claque, en fait, pour moi, quand je reçois ce genre d'armée, c'est toujours, ou quand je joue contre, c'est un peu comme les Rois des Tombes, c'est un peu comme la Bretonnie, c'est toujours le côté un peu nostalgique, et voir qu'en fait, cette armée, en plus, a la chance, à l'inverse des deux précédentes que j'ai citées, d'avoir des règles, ça la rend belle, et en plus, pas déconnante sur table, donc, top. Et puis, même si on vous dit, non, c'est du Forge World, vous pouvez pas le jouer, maintenant, et depuis toujours, c'est dans le manuel du Général 2020, dans le dernier, et c'est dans le War Scroll Builder, et c'est pas en légende. Donc, les règles, elles sont approuvées par Games Workshop, donc elles sont tout à fait légales, donc vous pouvez vous ramener, il n'y a pas de dire c'est des entrées de Forge World, on les prend pas. Non, celles-là, c'est tout, elles sont dans le War Scroll Builder, elles ont leurs règles, elles ont leurs points, elles sont dans le manuel du Général. Donc, vous êtes sûr, vous pouvez y jouer. C'est clair. À l'inverse, justement, des Rois des Tombes qui étaient en Legends, qui sont revenus et qui cette année sont repassés en Legends, donc un peu tristesse. Mais pour les Nains du Chaos, pas de souci. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Mais de rien. Ça m'a fait vraiment super plaisir, puis de discuter un peu, d'échanger sur cette armée qui est hyper atypique. C'est top. Et puis, je pense qu'on va aller se faire la petite partie. Ouais, tranquille. Parce que moi, en plus, c'est une armée de gosses. Comme je t'avais dit, j'avais commencé Warhammer Battle. J'avais un ami qui avait des Nains du Chaos. J'ai toujours voulu les faire, ça n'existait pas. Après, ça n'existait plus, les trouver. Après, c'était en Forge World, c'était trop cher. Et puis maintenant que j'ai un métier, j'ai de l'argent. Et après, t'es devenu riche et voilà. Ouais, je suis devenu riche. J'ai vendu un rein. Et au lieu de m'acheter une PlayStation 5, je me suis acheté des Nains du Chaos. Excellent choix. Voilà. Écoute, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des retours. C'est un des rares BT où on a pu se permettre d'être exhaustif. Et c'est assez plaisant. Donc, je te remercie encore une fois et je vous dis salut. Salut.